Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. Alors, je commence la lecture d'un livre que j'ai envie de lire depuis tant d'années et je suis très heureuse aujourd'hui de commencer avec vous en direct de la plage parce qu'il faisait beau. Martin Eden de Jack London. Je vous retrouve à la fin de cette lecture. Je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer. Nous verrons ensemble. Chapitre 1. Arthur ouvrit la porte avec son passe-partout et entra, suivi d'un jeune homme qui se découvrit d'un geste gauche. Il portait de grossiers vêtements de marin qui détonnaient singulièrement dans ce hall grandiose. Sa casquette l'embarrassant beaucoup, il allait la glisser dans sa poche quand Arthur la lui enleva des mains. Ce geste fut si naturel que le jeune homme intimidé en apprécia l'intention. « Il comprend », se dit-il, « il va m'aider à m'en tirer. » Il marchait sur les talons de l'autre, en roulant des épaules, et ses jambes s'arc-boutaient malgré lui sur le parquet, comme pour résister à un roulis imaginaire. Les grands appartements semblaient trop étroits pour sa démarche et il mourait de peur que ses larges épaules n'entrent en collision avec l'encadrement des portes ou avec les bibelots des étagères. Il s'écartait brusquement d'un objet pour en fuir un autre et s'exagérait les périls qui, en réalité, n'existaient que dans son imagination. Entre le piano à queue et la grande table centrale sur laquelle d'innombrables livres s'empilaient, une demi-douzaine de personnes auraient pu marcher de front. Cependant, il ne s'y risqua qu'avec angoisse. Il ne savait que faire de ses mains ni de ses bras qui pendaient lourdement à ses côtés et, quand son esprit terrifié lui suggéra la possibilité de frôler du coude les livres de la table, il fit un brusque écart qui faillit lui faire renverser le tabouret du piano. L'allure aisée d'Arthur le frappa et, pour la première fois, il se rendit compte que la sienne différait de celle des autres hommes. Une petite honte le mordit au cœur. Il s'arrêta pour éponger son front où la sueur perlait. « Un instant, Arthur, mon vieux, » dit-il en essayant de masquer son angoisse. « Vrai, c'est trop à la fois pour moi. Donnez-moi le temps de me remettre. Vous savez que je ne voulais pas venir et je suppose que votre famille ne mourrait pas d'envie de me voir. »« Ça va bien, » répondit Arthur d'une voix rassurante. « N'ayez pas peur, nous sommes de braves gens tout simples. Tiens, une lettre pour moi. » Arthur vint à la table, déchira l'enveloppe et se mit à lire, donnant ainsi à l'étranger le temps de se ressaisir. Et l'étranger comprit et lui en sut gré. Cette compréhensive sympathie le mit à l'aise. Il épongea de nouveau son front moite et lança de furtifs regards autour de lui. Son visage avait repris son calme, mais ses yeux avaient l'expression des animaux sauvages pris au piège. Il était environné de mystères, plein d'appréhension de l'inconnu, sans savoir ce qu'il devait faire. Conscient de sa gaucherie, il craignait que tout en lui ne soit également déplaisant. Il était sensitif à l'excès, toujours sur ses gardes, et les coups d'œil amusés que l'autre lui lançait furtivement par-dessus la lettre le piquaient comme autant de coups d'épingle. Mais il ne bronchait pas, car parmi les choses qu'il avait apprises, il y avait la discipline de soi. Puis ces coups d'épingle atteignirent son orgueil. Tout en maudissant l'idée qu'il avait eue de venir, il résolut de supporter l'épreuve, coûte que coûte. Les traits de son visage durcirent et dans ses yeux s'alluma une lueur combative. Il regarda autour de lui plus librement. Observant tout avec acuité et chaque détail du bel intérieur se grava dans son esprit. Rien n'échappa au champ visuel de ses yeux largement ouverts. Devant tant de beauté, leur éclat combatif s'éteignit et fut remplacé par une chaude lueur, car il était sensible à la beauté. Un tableau accrocha son regard et le retint. Il représentait un rocher assailli par une mer en furie. Des nuages de tempête couvraient le ciel bas. Par-delà la barre, toute mâture serrée et donnant tellement de la bande que chaque détail du pont apparaissait, un schooner se détachait sur un coucher de soleil dramatique. C'était une belle chose et elle l'attira irrésistiblement.
Il oublia sa démarche maladroite, s'approcha davantage du tableau. Et toute beauté disparut de la toile. Ahuri, il observa ce qui lui semblait à présent un barbouillage quelconque, puis recula, et la magique splendeur reparut. « C'est un trompe-l'œil, se dit-il, et il n'y pensa plus. Pourtant, il ressentit un peu d'indignation. En effet, comment tant de beauté pouvait-elle sacrifier à un trompe-l'œil ? Il n'y connaissait pas grand-chose en peinture. Son éducation artistique s'était faite sur des chromos et des lithographies dont les contours nets et définis étaient les mêmes vus de près ou de loin. Il est vrai qu'il avait vu des peintures à l'huile à la devanture des boutiques, mais les glaces l'avaient empêché d'approcher d'assez près. Il lança un regard vers son ami qui lisait toujours sa lettre et vit les livres sur la table. Dans ses yeux s'alluma une convoitise ardente, semblable à celle d'un homme mourant de faim, à la vue d'un morceau de pain. Une enjambée l'amena à la table, où il se mit à manipuler les livres. D'un regard caressant, il passa en revue les titres et les noms des auteurs. Par-ci, par-là, il lut certains passages et soudain reconnut un livre qu'il avait lu autrefois. Puis il tomba sur un volume de Swinburne, qu'il se mit à lire attentivement, sans plus penser à l'endroit où il se trouvait. Son visage rayonnait. À 2 reprises, il retourna le volume pour voir le nom de l'auteur. Swinburne. Il n'oublierait pas ce nom-là. Cet homme savait voir. Quel sentiment de la couleur, quelle lumière. Mais qui était ce Swinburne ? Était-il mort depuis des siècles, comme tant de poètes, ou bien vivait-il, écrivait-il encore ? Il retourna au titre. Oui, il avait écrit d'autres livres. Eh bien, dès le lendemain matin, à la bibliothèque gratuite, il tâcherait de mettre la main sur un ouvrage de ce type-là. Puis il se replongea dans le texte et s'y oublia, si bien qu'il ne remarqua pas qu'une jeune femme était entrée. Il ne le sut qu'en entendant la voix d'Arthur qui disait « Ruth, voilà, Monsieur Eden ». Son doigt marquait encore la page du livre refermée et, avant même de se retourner, il tressaillit, moins peut-être à l'apparition de la jeune fille qu'aux paroles prononcées par son frère. Ce corps d'athlète cachait une sensibilité extraordinairement développée. Au moindre choc, ses pensées, ses sympathies, ses émotions s'élançaient, bondissantes comme des flammes vives. Étonnamment réceptif, il avait son imagination toujours en éveil qui travaillait sans cesse à établir les rapports entre les causes et les effets. Monsieur Eden, ces mots l'avaient frappé. Lui que toute sa vie on avait appelé Eden ou Martin tout court. Monsieur, quelle chose incongrue. Dans son cerveau changé en une vaste chambre noire défilèrent d'innombrables tableaux de sa vie. Chambres de chauffe et gaillards d'avant, campements et rivages, prisons et tavernes, hôpitaux et ruelles sordides, dont l'association se faisait lorsqu'il songeait à la façon dont son nom avait été prononcé dans ces divers endroits. Puis il se retourna et vit la jeune fille. Les fantasmagories de son cerveau disparurent. C'était une créature éthérée, pâle, auréolée de cheveux d'or, aux grands yeux bleus immatériels. Il ne vit pas comment elle était vêtue. Il vit seulement que sa robe était aussi merveilleuse qu'elle. Et il la compara à une fleur d'or pâle sur une tige fragile. Non, c'était un esprit, une divinité, une idole. Une aussi sublime beauté n'appartenait pas à la terre. Ou bien les livres avaient raison et il y en avait beaucoup comme elle dans les sphères supérieures de la vie. Swinburne aurait pu la chanter. Peut-être pensait-il à un être semblable quand il écrivit son Iseult. Une surabondance de visions, de sentiments, de pensées l'assaillit à la fois. Il la vit tendre le bras et elle le regarda droit dans les yeux en lui donnant une franche poignée de main, comme un homme. Les femmes qu'il avait connues ne donnaient pas la main ainsi. En fait, la plupart ne la donnaient pas du tout. Un flot de souvenirs l'envahit. Mais il les chassa au loin et la regarda. Jamais il n'avait vu de femme semblable. Quand il songeait à toutes celles qu'il avait connues, pendant une seconde qui lui parut éternelle, il se figura être transporté au milieu d'une galerie de portraits. Au centre trônait l'image de Ruth, et toutes devaient subir l'épreuve de la comparaison. Il vit les chlorotiques
visages des ouvrières d'usine et les filles niaises et bruyantes de South Market, les gardiennes de bétail des ranchs et les femmes basanées du vieux Mexico qui fumaient leur éternelle cigarette. Les japonaises les remplacèrent, de vraies poupées trottinant sur leurs socs de bois, puis les eurasiennes aux traits délicats et dégénérés, et les filles des mers du Sud couronnées de fleurs aux beaux corps bruns. Puis tout cela fut effacé par un fourmillement de cauchemars grotesques et terribles, et ce furent les abjectes créatures du trottoir de Whitechapel, traînant leurs savates, les mégères bouffies de jeans des mauvais lieux et la foule diabolique de ces harpies à la parole ordurière qui jouent le rôle de femelles auprès des matelots, proie facile, et qui sont la raclure des porcs et la lie de la plus basse humanité. « Vous ne voulez pas vous asseoir, Monsieur Eden ? Monsieur Eden, dit la jeune fille, je désirais vous voir depuis qu'Arthur nous a tant parlé de vous. Comme vous avez été courageux. Il fit un geste de dénégation et murmura qu'il n'avait rien fait du tout et que n'importe qui aurait agi de même. Elle remarqua que ses 2 mains étaient couvertes d'abrasions non guéries encore, qu'une cicatrice barrait sa joue. Une autre sur le front se perdait dans les cheveux, une 3e disparaissait à demi sous le col empesé. Elle réprima un sourire à la vue de la raie rouge produite par le frottement du col contre le cou bronzé. Évidemment, il n'avait pas l'habitude de porter des cols durs. Son œil féminin enregistra également les vêtements bon marché, mal coupés, les faux plis du veston et ceux des manches qui cachaient mal les biceps saillants. Tout en protestant qu'il n'avait rien fait du tout, il obéissait à son invitation et se dirigea gauchement vers une chaise en face d'elle. Avec quelle aisance elle s'asseyait. Ce lui était une impression nouvelle. De toute son existence, il ne s'était jamais demandé s'il était désinvolte ou gauche. Il s'assit soigneusement sur le bord de sa chaise, très embarrassé de ses mains. Partout où il les mettait, elles étaient gênantes. Arthur quitta la pièce et Martin Eden le suivit d'un regard d'envie. Il se sentait perdu, tout seul dans ce salon avec cette femme esprit. Il n'y avait, hélas, pas le moindre barman à qui demander des boissons, pas de petit groom à envoyer au coin de la rue acheter une bouteille de bière afin d'établir d'emblée un courant de sympathie. « Quelle cicatrice vous avez au cou, monsieur Eden ?» dit la jeune fille. « Comment ça vous est-il arrivé ? Dans une aventure, j'en suis sûre. »« Un Mexicain avec son couteau, mademoiselle, » répondit-il. Il passa sa langue sur ses lèvres sèches et tout ça pour s'éclaircir la voix. Dans une bagarre, quand je lui ai enlevé son couteau, il a essayé de m'arracher le nez avec ses dents. C'était mal dit. Mais devant ses yeux passa la vision somptueuse de cette chaude nuit étoilée à Salina Cruz. La longue plage blanche, les lumières des steamers chargés de sucre amarrés au port, les voix des matelots ivres dans le lointain, la bousculade des stevedores, la lueur féline des yeux des Mexicains et soudain la morsure de l'acier à son cou, le ruissellement du sang, la foule et les cris. Les 2 corps, le sien et celui du Mexicain, enlacés, roulant dans le sable qui volait et venant d'on ne savait où, le mélodieux tintement d'une guitare. Tel était le tableau. Et il vibra en évoquant ce souvenir. L'artiste qui avait peint le schooner là-bas sur le mur, saurait-il aussi peindre ça ? Il pensa que la page blanche, les étoiles, les lumières des steamers seraient superbes et aussi, sur le sable, le groupe sombre entourant les combattants. Le couteau également ferait bien. Il brillerait dans un éclair sous la lumière des étoiles. Mais de tout cela, rien ne transparut dans ses paroles. Il a essayé de m'arracher le nez avec ses dents, conclut-il. « Oh !» fit la jeune fille d'une voix faible. Il remarqua la contraction de ses traits délicats. Lui-même ressentit un choc. Une rougeur d'embarras envahit ses joues hâlées. Son visage brûla comme s'il avait été exposé à la fournaise de la chaufferie. Évidemment, des rixes au couteau n'étaient pas des sujets de conversation pour une dame. C'était trop sordide. Dans ce monde-là, les gens dont parlent les livres n'abordent pas de sujets semblables. Peut-être même les ignorent-ils. La conversation qu'il s'efforçait de faire démarrer subit un petit arrêt. Puis,
Elle le questionna sur la cicatrice de sa joue. Il se rendit compte qu'elle faisait un effort pour se mettre à son niveau. « Je veux me mettre au sien », décida-t-il en pensée. « Ce n'est qu'un accident, dit-il en désignant sa joue. Une nuit, par grosse mer, le bout dehors du grand mât était arraché et aussi le palan. Le bout dehors était en fil d'acier et il se tortillait en l'air comme un serpent. Tous les hommes de garde tâchaient de l'attraper. Alors je me suis jetée dessus et je me suis esquintée. « Oh !» dit-elle, cette fois avec un accent de compréhension, mais dans le fond, son explication était de l'hébreu pour elle et elle se demandait ce que pouvait être un bout dehors. « Ce poète, Swinburne, reprit-il, suivant son idée, il y a longtemps qu'il est mort ?»« Non, je ne l'ai pas entendu dire. » Elle le regarda avec curiosité. « Où avez-vous fait sa connaissance ? » ?»« Moi ? Je ne sais même pas comment il est fait. Mais avant que vous n'entriez, je venais de lire quelques vers de lui dans ce livre, là, sur la table. Vous aimez la poésie ? » Alors elle se mit à parler avec vivacité naturelle sur le sujet qu'il avait lancé. Il se sentit mieux et s'enfonça un peu plus dans son siège auquel il s'agrippait des deux mains, de peur qu'il ne se dérobe sous lui. Enfin, il était parvenu à la faire parler et, pendant qu'elle bavardait, il tâchait de la suivre. Il s'émerveillait de toute la science emmagasinée dans cette jolie tête et s'imprégnait de la pâle beauté de son visage. Il arrivait à la suivre, mais était gêné par les locutions inconnues qu'elle employait, par ses critiques et par le processus de sa pensée. Toutes choses qui lui étaient étrangères, mais qui cependant stimulaient son esprit et le faisaient vibrer. C'est ça la vie intellectuelle, se disait-il, la beauté intense et merveilleuse. Il s'oublia et la dévora des yeux. Vivre pour une femme pareille, pour la gagner, pour la conquérir et mourir pour elle. Les livres avaient raison. De telles femmes existaient. Elle en était une. Elle donnait des ailes à son imagination et de grandes toiles lumineuses se déployaient devant lui, tissées de vagues et gigantesques silhouettes d'amour, de poésie et de gestes héroïques accomplis pour une femme pâle comme une fleur d'or. Et, à travers la vision miroitante, palpitante, comme à travers un mirage féerique, il regardait avidement la femme réelle, assise auprès de lui qui parlait de littérature et d'art. Il la regardait fiévreusement, sans se rendre compte de la fixité de son regard et du fait que toute la masculinité de sa nature luisait dans ses yeux. Mais elle, qui savait peu de choses des hommes, sentait la brûlure de ce regard. Jamais aucun homme ne l'avait dévisagée de cette manière, et cela la troubla. Gênée, elle s'interrompit au milieu d'une phrase. Le fil de ses idées était coupé net. Il l'effrayait et en même temps, elle trouvait agréable d'être regardée ainsi. Son éducation l'avertissait d'un danger et d'une tentation mauvaise, subtile, mystérieuse. D'autre part, parcourant tout son être, son instinct l'induisait à rejeter l'esprit de caste et à séduire cet habitant d'un autre monde, ce rude jeune homme aux mains abîmées, au cou marqué à vif par le frottement inaccoutumé d'un faux col et qui, trop évidemment, était soufflé, dégradé par une pénible existence. Elle était pure et son sens de la propreté morale se révoltait. Mais elle était femme et elle commençait à apprendre les paradoxes de la femme. Comme je vous le disais, mais que vous disais-je donc ? Elle s'arrêta court et rit de son étourderie. Vous disiez que cet homme, Swinburne, n'a pas été un grand poète parce que... Et vous n'êtes pas allée plus loin, mademoiselle, dit-il avec empressement. Il se sentit tout à coup une sorte de faim et de délicieux petits frissons montaient et descendaient le long de son épine dorsale en écoutant le son de son rire. Comme en argent, se dit-il, comme un carillon de sonnettes d'argent. Et à l'instant, et pour un instant seulement, il se sentit transporté dans un pays lointain, où, sous des cerisiers en fleurs, il fumait une cigarette en écoutant les clochettes d'une pagode pointue appelant à la prière les fidèles aux sandales de raffia. « Oui, merci, dit-elle. Swinburne nous déçoit en somme parce que, mon Dieu, il manque de délicatesse. Beaucoup de ses poèmes ne devraient même pas être lus. Un vraiment grand poète n'écrit pas une ligne qui ne soit pleine de vérité et ne s'adresse à tout ce qui est noble et pur en vous. On ne devrait pouvoir supprimer aucune ligne d'un grand poète sans occasionner une irréparable perte pour le patrimoine commun. Ça m'a paru beau, dit-il, en hésitant, le peu que j'en ai lu.
Je ne me doutais pas que c'était un individu aussi peu recommandable. Je suppose que ça ressort mieux dans ses autres livres. Dans le volume que vous lisiez, il y a bien des choses qui auraient pu être évitées, dit-elle d'une voix nette, dogmatique. Je dois les avoir manquées, affirma-t-il. Ce que j'ai lu était épatant, c'était lumineux, brillant et ça m'a traversé. Ça m'a chauffé comme le soleil et éclairé comme un projecteur. Voilà l'effet que ça m'a fait. Mais il se peut bien que je ne connaisse pas grand-chose à la poésie, mademoiselle. Il s'arrêta car il était gêné. Il était confus, terriblement conscient de son inaptitude à s'exprimer. Il sentait la grandeur, l'intensité de ce qu'il avait lu, mais les mots n'obéissaient pas à sa pensée. Il ne pouvait décrire ce qu'il ressentait et se compara lui-même à un matelot perdu par une nuit sombre sur une mer inconnue et manœuvrant à l'aveuglette. Eh bien, décida-t-il, c'était à lui de s'habituer à ce nouveau monde. Il n'y avait rien dont il ne fût venu à bout quand il le voulait et il était temps d'apprendre à dire ce qu'il sentait en lui pour qu'elle le comprenne. Elle remplissait déjà tout son horizon. Parlons à présent de Longfellow, dit-elle. Oui, j'ai lu, interrompit-il vivement, désireux de faire valoir son petit bagage littéraire et de lui montrer qu'il n'était pas absolument un imbécile, le psaume de la vie, Excelsior et... Je crois que c'est tout. Elle hocha la tête, sourit et il sentit que son sourire était condescendant, plein de pitié. Il était idiot d'essayer de se faire valoir sur ce sujet. Ce Longfellow devait avoir écrit quantité d'autres choses. Excusez-moi, mademoiselle, de parler à tort et à travers. En réalité, je ne connais pas grand-chose dans ce domaine, ce n'est pas de mon bord. Mais je vais m'arranger pour que ça le devienne. Ça sonna comme une menace. Sa voix était résolue, ses yeux lançaient des éclairs, ses traits s'étaient durcis. Elle vit que sa mâchoire se crispait. Les angles en étaient devenus agressifs. Au même moment, une virilité intense parut émaner de lui, ce qui la troubla. « Je crois que vous pourriez y arriver, » conclut-elle en riant. « Vous êtes très fort. » Un instant, son regard fixa la nuque de taureau puissamment musclé, bronzé par le soleil, impressionnante de santé et de force. Et bien qu'il se tint assis humblement, rougissant de nouveau, elle se sentit attirée vers lui. Une pensée folle lui traversa l'esprit. Il lui sembla qu'en mettant ses deux mains sur cette nuque, toute cette force et cette santé passeraient en elle. Et cette pensée la choqua, car elle lui parut révéler une dépravation insoupçonnée de sa nature. Car jusqu'à ce jour, la force physique lui était apparue comme une chose brutale et vulgaire. Son idéal de beauté masculine avait toujours été tout de grâce et de finesse. Cependant, le même désir étrange persistait. Cela l'affolait de penser qu'elle pouvait avoir envie de poser ses mains sur ce cou hâlé. En vérité, elle ne se rendait pas compte que c'était son instinct qui la poussait à puiser la force dont son faible organisme manquait. Elle savait simplement que jamais aucun homme ne l'avait impressionnée comme celui-ci, qui pourtant la choquait à tout moment avec son langage impossible. « Oui, je ne suis pas un infirme, dit-il. Quand il le faut, je peux digérer des cailloux. Mais pour le moment, j'ai de la dyspepsie. La plus grande partie de ce que vous venez de dire, je n'ai pas pu le piger. Je ne suis pas entraînée, vous comprenez ? J'aime les livres et la poésie et chaque fois que j'avais le temps, je lisais. Mais ça ne m'a jamais fait réfléchir comme vous. Voilà pourquoi je ne peux pas en parler. Je suis comme un navigateur à la dérive sur une mer inconnue, sans carte ni boussole. Maintenant, je vais faire le point. Peut-être pourrez-vous m'aider. Comment avez-vous appris tout ce que vous m'avez dit là ? À l'école, évidemment, et en travaillant. J'ai été à l'école quand j'étais gosse. Oui, mais je veux dire l'école secondaire, et les cours et l'université. Vous avez été à l'université ? Il était confus d'étonnement. Elle lui semblait s'être éloignée de lui d'1 million de lieues au moins. J'y vais toujours, je suis les cours supérieurs de littérature anglaise. Il ignorait ce qu'elle voulait dire par là, mais se contenta de noter mentalement cette nouvelle preuve d'ignorance et passa outre. Combien de temps faudrait-il travailler avant d'entrer à l'université ? Questionna-t-il. Elle lui adressa un rayonnant sourire d'encouragement et répondit « Ça dépend des études que vous avez faites jusqu'à présent. Vous n'avez jamais été au lycée ? Non, naturellement. Mais avez-vous terminé l'école élémentaire ?
Il me restait 2 ans à faire quand j'ai quitté, dit-il. Mais j'ai toujours été convenablement noté à l'école, se hâta-t-il d'ajouter. Et aussitôt, furieux de s'être ainsi vanté, il serra le bras du fauteuil si violemment qu'il ressentit des fourmillements au bout de ses doigts. Au même moment, il s'aperçut qu'une femme entrait dans la pièce. La jeune fille se leva et courut à elle. Il pensa que ce devait être sa mère. C'était une grande femme blonde, mince, majestueuse, magnifique. Il se réjouit à regarder la ligne harmonieuse de sa robe qui lui rappela des femmes qu'il avait vues sur la scène. Puis, il se souvint d'avoir aperçu de grandes dames habillées de la même façon qui entraient au théâtre à Londres, tandis qu'il regardait et qu'un sergent de ville le repoussait en dehors de la marquise sous la pluie. D'un bond, son imagination le transporta ensuite à Yokohama, où, sur la promenade, il avait également rencontré de grandes dames. Comme dans un kaléidoscope, le port et la ville de Yokohama défilèrent devant ses yeux. Mais il chassa vite cette vision, oppressé par les exigences de la réalité. Il savait qu'il lui fallait être présenté. Il quitta donc péniblement son siège avec son pantalon qui faisait des poches aux genoux, ses bras ballants et son visage contracté par l'épreuve qui l'attendait. Et je vais m'arrêter là pour cette première lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez bien, que vous pouvez peut-être profiter du soleil. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci infiniment. À bientôt. Et faites bien attention à vous. Merci beaucoup.